Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de retrouver Timothée de Meller pour Le Tumulte et l'Oubli. C'est une 332e rencontre Vlil et c'est Le Tumulte et l'Oubli aux éditions Asphalt, paru le 23 août dernier. On t'avait reçu, Timothée, il y a déjà, je crois, 2 ans pour Jusqu'à la Bête, la sortie poche de Jusqu'à la Bête, qui avait été un coup de cœur monumental pour toute l'équipe et pour bon nombre de lecteurs. Et alors là, on te reçoit pour la rentrée littéraire. Et j'en suis bien ravi parce que c'est un grand roman, c'est un vrai roman. On parlera du genre tout à l'heure. Mais d'abord, j'aimerais savoir comment tu as évolué après Jusqu'à la Bête. Tu publies peu finalement et sincèrement, je suis un peu déçu quand tu publies peu. Je préférerais que tu publies plus régulièrement, mais ça veut dire aussi que tu es un grand écrivain parce qu'on sait que les grands écrivains publient peu et non pas tous les ans. Alors voilà, ça a commencé déjà pour Prague Faubourg Est en 2014 et Prague clairement aura pas forcément un rôle, mais en tout cas dans le tumulte et l'oubli une certaine direction. Et puis ensuite Jusqu'à la Bête, Demain la brume et Voyage au Liberland qui était un récit de non-fiction en 2022. Et donc tu reviens après Jusqu'à la Bête et Demain la brume, pardon. J'aimerais savoir ce qui s'est passé depuis, comment tu as évolué en tant que romancier, et ensuite on parlera évidemment de ce roman qui t'amène ce soir. Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être là. Le livre, comme tu l'as dit, est sorti fin du mois d'août, donc on est au tout début des rencontres, donc c'est très neuf. Je crois que j'avais peut-être déjà dit ça la dernière fois, mais on fait aussi un peu ce métier pour ça, pour pouvoir partager, pour pouvoir parler autour du livre et toutes ces rencontres, toutes ces discussions, ça permet de donner aussi un peu de vie au livre et de faire qu'il existe au-delà de notre bureau d'écrivain où on passe des mois, des jours et des mois à travailler sur un texte dans un métier assez solitaire. Et donc, voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir faire ces rencontres. Alors pour ta question sur l'écriture du livre, donc il y a eu en effet ce titre, Jusqu'à la Bête, qui est sorti en 2017, qui était un texte assez court, assez nerveux, qui était un texte, on va dire, plus viscéral, ou qui était vraiment venu d'une expérience assez personnelle, et qui avait été ensuite, voilà, qui était un texte qui devait faire 150 pages. Et après celui-là, si on met de côté le récit Voyage au Liberland, qui était plutôt un texte un peu plus journalistique sur une expérience journalistique, il y a eu Demain la brume, qui était, on va dire, déjà un texte qui ressemble un petit peu au Tumulte et l'oubli, c'est-à-dire qu'une fresque assez ancrée dans l'histoire, avec des destins de personnages, une sorte de fresque voilà, avec plusieurs facettes, plusieurs points de vue, une kyrielle de personnages voilà, qui donnait des points de vue sur une situation historique. Et on avait cette même volonté, enfin j'avais cette même volonté que dans Le Tumulte et l'Oubli, de raconter l'histoire, de raconter la grande histoire par le destin, par les destinées voilà, de personnages, d'anonymes, qui souvent sont soit les victimes, soit les sujets à leur dépens. Donc c'était déjà le cas dans mon précédent, et donc c'est ce qui a aussi en partie donné naissance, c'est là-dessus que je me suis un petit peu inspiré pour écrire Le Tumulte et l'Oubli, qui est là un livre, on va dire, encore plus ambitieux, parce qu'il couvre une plus grosse période historique, parce qu'il y a beaucoup plus de personnages, parce qu'il va traiter beaucoup plus de régimes et de périodes, et donc il m'a demandé aussi beaucoup plus de travail. Ouais. Et oui, j'imagine. Et là, c'est peut-être là que Claire peut intervenir également sur le travail avec Timothée, le travail de l'éditrice. On sait à quel point le travail entre auteur et éditeur est capital et important. Comment finalement la trame narrative s'est orientée? Comment la première version est-elle arrivée? Est-ce que vous avez changé, modifié des éléments, modifié des personnages, épaissi peut-être des personnages? Désépaissi peut-être d'autres. Comment vous avez travaillé ensemble tous les trois, pardon, avec Estelle Durand, coéditrice avec Claire Duvivier? Alors avant d'aborder ce point-là, je voulais juste dire qu'effectivement, c'est vrai que Timothée publie peu, mais Timothée publie régulièrement en fait. En termes de romans, c'est quelqu'un qui publie très régulièrement parce qu'effectivement, entre Prague et Jusqu'à la Bête, il s'est passé 3 ans. Entre Jusqu'à la Bête et Demain la brume, il s'est passé 3 ans. Et effectivement, pour Le Tumulte et l'Oubli, il y a une année de plus. Alors déjà parce qu'il y a eu le Liberland, certes, mais aussi parce que c'est un roman qui est d'une plus grande ampleur.
romanesque. Et puis même en termes de taille du texte, on voit bien qu'effectivement, on est passé vraiment un texte beaucoup plus ample qui va vraiment embrasser une période de temps plus large, un nombre de personnages plus large. Effectivement, ça s'est vu aussi dans la façon dont on a travaillé. Je dirais que chaque roman était différent. Je pense que tu es sûrement d'accord, Timothée. On n'a pas travaillé de la même manière chacun de tes romans. Dans celui-là, il y a eu une phase qui s'est faite en cours d'écriture. C'est-à-dire que le premier jet n'était pas fini quand on a commencé, Estelle et moi, à travailler sur le texte. Disons, à avoir une première lecture pour avoir des retours, pour savoir quelles étaient les grandes orientations globales. Si, je pense que Timothée était assez inquiet de savoir est-ce que je vais dans le mur ou pas, est-ce que ça vous paraît un sujet traitable ou pas, ou effectivement, nous, on était là en tant qu'éditrice pour dire oui, effectivement, l'amplitude est énorme. Et ça va être compliqué à gérer, mais on va travailler dessus ensemble et on va faire en sorte que ça fonctionne. Donc, il y a eu toute une partie où effectivement on travaillait sur le début du roman, donc qui traite des époques années 40, années 50, années 60, alors que Timothée était en train de travailler sur la fin, donc des périodes plus récentes. Enfin, j'en dis pas plus pour pas trop dévoiler la structure du roman, mais effectivement, on s'étale sur 70 ans, donc forcément, il se passe quand même pas mal de choses. Et ensuite, le travail, ça a été d'avoir une certaine harmonisation entre ces premières époques, ces premières parties, et les dernières, pour rester quand même avoir une espèce d'unité romanesque quand même qui reste présente, tout en sachant que si cette unité romanesque doit être présente, il faut faire en sorte aussi que chaque mouvement ait la voix de son personnage et l'atmosphère de son personnage. Parce qu'effectivement, on a quand même un scope qui passe d'un personnage à l'autre, même si c'est pas des parties qui sont découpées de façon stricte, on a un mouvement quand même narratif qui passe d'un personnage à l'autre. Je sais pas si ça répond à toutes tes questions. Je crois qu'il y a des personnages qui ont changé d'ampleur, en fait, qui ont pris de l'importance au fur et à mesure de l'écriture de Timothée. D'autres qui ont changé. En général, là, pour le coup, c'était plus Timothée qui était à l'initiative de ces changements-là, que ce soit des changements de nom ou des changements un peu d'histoire des personnages. Mais effectivement, oui, ça a été une très vaste matière en mouvement. Et ça a été, je pense, un des livres les plus ambitieux sur lequel j'ai eu la chance de travailler, pour le coup. J'imagine. Je ne sais pas si Timothée, tu veux rajouter quelque chose ou pas. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce roman, c'est la mise en page. La mise en page, elle est aussi extrêmement. Alors au début, il faut s'adapter aussi parce qu'on s'attend à un roman de manière très classique, linéaire. Il y a beaucoup de poésie. Et alors là, j'aimerais savoir si clairement ça annonce aussi quelque chose, un nouveau champ littéraire que tu t'apprêtes à explorer. Je ne sais pas, mais la mise en page en elle-même est extrêmement dense. La poésie a un rôle aussi capital. J'aimerais que tu nous évoques cette volonté d'en faire un roman au-delà du roman finalement, au-delà du roman classique. On a l'impression, j'ai eu l'impression que la mise en page avait un rôle capital. Euh, Alors c'est vrai, j'aime beaucoup, notamment dans les textes, ce côté d'intertextualité où viennent se greffer au texte des rapports je sais pas, de dossiers avec une forme de, voilà, une sorte de police d'écriture qui va varier, avec ensuite un peu de poésie qui va venir s'immiscer, avec un personnage qui va faire une irruption un peu inattendue. Enfin voilà, d'avoir ce côté qui sorte un peu de la linéarité du roman, d'autant plus du récit, d'autant plus sur un texte comme ça historique assez long, assez conséquent, où voilà, je voulais un petit peu parfois venir tisser d'autres formes de narration au sein de ce roman-là, quoi. Donc c'était aussi, ça faisait partie de cette volonté. Après d'avoir des velléités de poète, je crois pas que malheureusement je sois suffisamment doué pour ça. Mais oui, j'aime bien la poésie, j'aime beaucoup la poésie et j'aime bien le fait que la poésie soit pas forcément quelque chose qui soit, comment dire, distinct euh, du récit ou de la fiction et que les deux puissent se mêler, puissent se mélanger. Je trouve que justement, ça lui donne une certaine résonance quand elle intervient aussi dans un récit. Voilà. Alors j'ai vu une question, comment dire, je crois que si on me demandait si un personnage avait été supprimé. Non, il n'y avait pas de personnages qui ont été supprimés. Et sur l'ampleur des personnages, pour poursuivre ce que disait Claire, il y a eu ce problème, ou pas ce problème, mais en tous les cas ce questionnement. C'est qu'au départ, le texte était trois époques, trois périodes avec trois personnages. Chaque personnage marquait une époque. Et le risque, c'était de faire, on va dire, trois blocs qui arrivaient plutôt à comme trois romans distincts ou trois nouvelles qui se succédaient et qui montaient trois facettes différentes. Et donc, il a fallu justement, où ça a été l'ambition
de tisser ces autres personnages qui étaient des personnages qui pouvaient paraître secondaires et qui l'étaient parfois, et parfois pas si secondaires que ça, et qui venait justement faire le lien, faire le pont entre les différents personnages, qui venait voilà, vraiment tisser un fil narratif entre les personnages, ce qui permet d'accompagner même les personnages qu'on a perdus au début à travers le fil, à travers le récit, pour qu'ils continuent à exister dans la vie des autres. Donc c'était ça aussi, on va dire, un certain objectif, ou en tous les cas une volonté, même s'il y avait le risque qu'avec toutes ces galeries de personnages, tous ces personnages, on finisse par s'y perdre un peu, surtout dans une telle fresque, mais en tous les cas, c'était une volonté, ouais, d'avoir des personnages secondaires également forts. Et on apprend également que tu as des racines familiales par rapport à ce récit-là, par rapport à ce roman-là. J'aimerais que tu nous parles de ça finalement, de est-ce que ça a été la genèse de ton idée d'écrire ce roman ou au contraire, tous ceux qui l'ont lu, évidemment, j'imagine, ont vu aussi les liens avec le côté actuel, le côté contemporain des choses, de n'importe quelle guerre, que ce soit en Ukraine ou en Israël. Pour le coup, il y a quand même beaucoup de liens qui se tissent. Alors, en fait, ma question étant, est-ce que c'est ton univers familial, ta fresque familiale qui t'a permis d'écrire ce roman ou au contraire, tu as vu des tels parallèles avec cette époque-là d'aujourd'hui que ça t'a donné aussi envie d'écrire sur cette période? Alors c'est sûr que la dimension familiale ou la dimension personnelle joue un rôle très fort, hein, dans ce livre. Je vais y revenir tout de suite pour expliquer un petit peu plus en détail. Alors parce que, mais aussi qui se passe actuellement, et notamment, c'est vrai que ces dernières années, assez sombres, assez noires, ont aussi beaucoup alimenté le récit. Et je pense qu'on donnait aussi peut-être une teinte un petit peu plus sombre, un petit peu plus désenchantée au texte, parce que je voyais en effet, je vais pas dire les mêmes erreurs qui se répètent. C'est pas que l'histoire se répète. Je pense pas que l'histoire se répète, mais je pense que les gens oublient le passé et donc se retrouvent dans une forme de commettre les mêmes erreurs que par le passé. Et donc en voyant ça et en ayant l'impression de cette incapacité des personnes, des peuples, de vivre ensemble au sein des États, ça a en effet, je pense, alimenté en partie l'écriture de ce livre, et ça a donné dans l'écriture, j'ai eu cette volonté de faire un écho, alors sans vouloir forcément le surligner, mais en tous les cas de faire un écho avec ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Et après, pour revenir sur les trois parties, alors en effet, moi, ma mère est allemande, je suis d'origine, et mes deux grands-parents, les deux parents de ma mère, étaient des Sudètes, donc c'est des Allemands des Sudètes. Pour resituer, les Sudètes, c'est quoi? C'est des régions frontalières autour de la Tchécoslovaquie à l'époque, qui étaient peuplées historiquement par des Allemands. C'est des colons allemands qui s'y sont installés au Moyen Âge, qui ont vécu dans ces régions, qui étaient toujours dans des régimes, sous des régimes dominés par l'Allemagne, donc que ce soit le Reich d'Hitler, ou alors l'Empire, enfin le Saint-Empire romain germanique, ou l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et après la Première Guerre mondiale, ils font partie de la Tchécoslovaquie. Et on va avoir un mouvement de ces Allemands qui n'acceptent pas de vivre sous un État tchécoslovaque, et donc qui vont vouloir le rattachement à l'Allemagne, qui vont vouloir se détacher de la Tchécoslovaquie et se rattacher à l'Allemagne, ce qui va être instrumentalisé par Hitler, ce qui va donner lieu à la conférence de Munich en 1938, pour faire les petits rappels des cours d'histoire du lycée, quoi, et où la France et l'Angleterre vont céder aux demandes d'Hitler, et donc vont accepter qu'ils s'emparent des Sudètes, qui vont devenir des régions allemandes. Et ça va être une des causes, ou ce qui va précipiter l'appétit de territoire d'Hitler, et ce qui va en partie donner lieu une des causes du commencement de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Et après la Seconde Guerre mondiale, tous ces Allemands, 3,5 millions d'Allemands qui vivent dans les Sudètes, sont expulsés vers l'Allemagne. Donc mes grands-parents aussi. À raison d'une certaine manière, parce que 98% avaient voté pour Hitler, c'était vraiment des régions qui soutenaient énormément le parti d'Hitler, mais qui vont, voilà, partir avec 20 kilos de bagages et qui perdent tout. Et c'est une sorte de drame humain qu'ont vécu mes grands-parents, dont on ne parle pas, parce que c'est arrivé aux Allemands après la Deuxième Guerre mondiale, donc on n'est pas vraiment dans une volonté, et à nouveau, à raison de parler des souffrances des Allemands, des nazis. Mais en tous les cas, c'est avec cette histoire que j'ai grandi, et je trouvais ça intéressant de partir de cette histoire, de partir de ce qui s'est passé, et puis de tisser le fil avec la suite de l'histoire, parce que justement, l'histoire va à nouveau voilà, de sorte bégayer, ou en tous les cas, on va voir une sorte de balancier de l'histoire, où ceux qu'on a expulsés vont finalement revenir d'une autre manière un peu plus tard dans l'histoire. Voilà, et je trouvais ça, ces parallèles, ou ces ironies de l'histoire, je trouvais ça intéressant d'écrire là-dessus.
Raison de le faire. On va revenir sur ces trois époques évidemment et sur ces trois personnages féminins aussi. Cette volonté de mettre des personnages féminins dans ton roman, est-ce que c'est une volonté aussi derrière de donner la parole à ceux qu'on voyait pas, qui n'étaient pas au front, à celles qui finalement étaient derrière le rideau à chaque fois et dont on parle finalement très peu, alors depuis quelques années un petit peu plus, mais quand même, toutes ces femmes-là ont été un petit peu effacées de l'histoire et j'imagine que tu as voulu aussi mettre ton grain de sel là-dedans. Alors oui, alors il n'y avait pas une volonté explicite de dire je vais faire le récit de trois femmes, c'était pas une volonté à la base, ça s'est un petit peu fait naturellement par rapport au personnage et au destin que je voulais traiter. La première, c'est une jeune fille qui a 16 ans, 15-16 ans, qui vit donc dans les Sudètes, et elle va vivre la guerre de l'intérieur, mais finalement d'une région où il se passe pas grand-chose, où la guerre on la voit pas. L'Allemagne mène la guerre loin, mais là il se passe rien, on vit plutôt normalement. C'était aussi ce paradoxe de l'Allemagne où voilà, comme en Russie aujourd'hui, on va dire, voilà, la guerre est en Ukraine, mais pas là-bas. Et donc, si j'avais eu un personnage masculin, par exemple, ici, bah, il serait parti se battre sur le front, et donc il n'y aurait pas eu ce côté où j'aurais pu traiter la guerre vue de l'intérieur, ou en tous les cas vue de ces régions. Le deuxième personnage, c'est une jeune Rome qui va être déplacée de Slovaquie après la Deuxième Guerre mondiale pour aller repeupler justement ces régions qui ont été laissées vides par les Allemands. Et donc c'est une jeune Rome, puisque dans l'idée communiste, il y avait cette volonté de faire de cette communauté Rome une communauté pionnière de travailleurs nouveaux socialistes, quoi. Et donc l'idée de casser les liens de leur culture, de ce qui faisait leur particularité, pour finalement les disperser un peu partout sur le territoire, et notamment dans ces anciennes régions vidées par les Allemands, et pour qu'ils aillent travailler dans les usines pour en faire des travailleurs modèles du communisme, mais dans l'idée aussi qu'ils renoncent à tout ce qui faisait leur particularité. Et donc ça va être ce deuxième destin, cette jeune personne. Et ce que je trouvais intéressant, le fait de choisir une femme ici, c'était qu'elle représente, on va dire, une sorte d'ascension sociale sous le communisme de certaines femmes, et notamment qui vivent dans un milieu très patriarcal ou ouais, c'était très dominé, et donc de voir comment elle s'est, d'une certaine manière, hissée un petit peu sur l'échelon social. Et puis la troisième, alors troisième femme qui se passe dans les années 90, là pourquoi? C'est la femme marchandise, c'est la femme qui va à partir des années 90 où tombe le mur de Berlin, où l'économie de marché arrive dans les anciens pays de l'Est, et ben la femme va de plus en plus être vue comme un objet de désir, un objet sexuel, et notamment avec ces Allemands qui vont revenir en masse dans ces régions frontalières, et avec des bordels qui vont se développer à peu près partout. Et donc, voilà, c'était à nouveau cette histoire-là que je voulais raconter. Et donc, à chaque fois, finalement, les femmes jouent un rôle assez crucial dans ces différentes époques ou dans le message en tous les cas, ce que je voulais raconter. Alors j'imagine que la masse d'informations que tu as pu récolter est immense. Parce que tu le dis dans les remerciements, tu remercies beaucoup de personnes, beaucoup de sources, notamment le musée de la culture Rome à Brno, les équipes des archives municipales, les bibliothèques nationales de Prague. J'aimerais savoir comment finalement tu as réussi à non seulement à trouver une version et non pas la vérité, forcément. Je ne sais pas. En tout cas, il y a forcément, j'imagine, différentes thèses sur chaque événement. Mais comment tu as décidé de prendre une voie et pas une autre? À qui as-tu fait confiance finalement sur tout le côté historique qui est vrai, hein, tout est vrai dans ton roman. J'aimerais savoir finalement à partir de quand tu décides que la vérité, c'est celle que tu documentes, sur laquelle tu t'es documenté. C'est une bonne question, et c'est forcément comment dire, la difficulté ou le côté assez sournois de l'histoire, c'est qu'en fait, l'histoire ou la manière dont l'histoire est racontée est toujours subjective. C'est toujours un récit qui se fait, que ce soit le récit des vainqueurs ou que ce soit le récit des vaincus. Si on, je pense à n'importe quelle guerre, que ce soit en Israël-Palestine ou en Russie, si on écoute le récit qu'en font les Russes qui vivent ceux qui veulent rejoindre la Russie dans le Donbass, et ceux qui vivent, je sais pas, à Kharkiv, c'est pas du tout, on n'entend pas du tout les mêmes histoires et les mêmes récits, c'est pas du tout les mêmes faits qui vont être appuyés. Donc c'est forcément, en effet, on a un pouvoir énorme en tant que romancier ou en tant qu'écrivain de choisir tel ou tel fait pour apitoyer sur telle ou telle communauté ou telle histoire. Et donc forcément, ça demande une certaine responsabilité, et ça peut être dangereux, quoi. Voilà, donc pour répondre à ta question, j'ai essayé en tous les cas, ce qui était aussi le cas dans mon précédent livre, de contrebalancer les différents points de vue, de montrer en fait d'une manière assez
plaquer, ou pas plaquer, mais en tous les cas assez, de mettre en parallèle des récits qui étaient souvent antagonistes. Et j'aime bien dans ce sens-là beaucoup je crois que peut-être j'en avais parlé la dernière fois, je ne sais pas, mais les textes de Svetlana Alexievitch, qui a gagné le prix Nobel de littérature il y a quelques années, qui fait ses textes notamment beaucoup sur la Russie et sur les gens qui racontent. C'est du témoignage brut. C'est vraiment des témoignages de gens qui racontent leur vie dans les années 90 ou autres, à différentes époques. Et on voit en fait des gens qui pensent des choses totalement différentes, mais qui sont argumentés et qui sont mis en parallèle. Et je trouve ça assez intéressant, cette dissonance, de montrer que en fait, toutes des formes de différentes réalités ou de vécu coexistent. Alors, ce qui est important, c'est quand même de montrer dans mon livre qu'il y a un sens de l'histoire, qu'il y a une morale de l'histoire, que tout n'est pas relatif, que tous les récits et toutes les histoires ne se valent pas, que notamment ces Allemands qui ont été expulsés après la guerre, c'était un épisode très malheureux, mais on ne peut pas oublier, on ne peut pas faire table rase sur tout ce qui s'est passé avant, quoi. Et c'était aussi une question de mon livre, puisque au départ, je commençais sur ces récits d'Allemands qui étaient expulsés, et je me suis dit, mais éthiquement, c'est difficilement possible. C'est difficilement possible de ne pas mentionner les crimes du nazisme, de mentionner le régime totalitaire, de mentionner. Et je me suis un peu senti obligé de le faire, même si c'est, je pense, une histoire qui est sue, qui est assez. Mais j'avais peur qu'il y ait quelque chose, pas de négationniste, ce serait exagéré, mais en tous les cas, qui viennent occulter les causes, ou en tous les cas la genèse de la violence qui s'est abattue sur eux, quoi. Voilà. Alors, j'ai pas répondu à ta question sur les sources. Donc, enfin, j'ai parlé à beaucoup de personnes, j'ai interviewé beaucoup de personnes pour les différentes époques, j'ai passé beaucoup de temps dans les archives, notamment dans les journaux. Je trouve ça assez intéressant de lire les journaux de l'époque, de lire les quotidiens, même les petits quotidiens régionaux, parce qu'on y apprend plein de choses sur la vie locale et surtout sur comment les gens pensaient, quels étaient les débats, les questions, les choses qui se posaient. Et je trouve ça toujours assez intéressant de se replonger dans l'état d'esprit d'une époque qui va beaucoup différer d'une époque à l'autre. Et aussi en faisant ça, ce qui est intéressant, et c'est aussi peut-être ce côté désenchanté du livre, ou cette idée que finalement le temps efface tout et tout tourne à la plaisanterie, c'est de voir comment des choses, des débats qui à un instant T dans l'histoire, pendant quelques semaines, va sembler peut-être la chose la plus cruciale, la plus essentielle au monde, presque vitale pour les personnes qui le vivent, et que quelques mois plus tard, ça aurait été totalement insignifiant et ça aurait été, on va dire, écarté. Voilà. Et donc voilà, je trouve ça, c'est quelque chose finalement d'assez qui fait beaucoup relativiser une sorte de tumulte médiatique dans lequel on peut baigner un peu, même aujourd'hui encore, voilà, pour n'importe quelle chose, et qui fait prendre un peu de distance par rapport à ça. Voilà. C'est intéressant ce que tu disais sur la première période du roman, la période de l'annexion des Sudètes par Hitler. C'est vrai que on sent que tu étais obligé de le mettre. On le sent à ton écriture parce que tu n'appuies pas finalement sur le trait. C'est tout en subtilité. Alors évidemment, tu évoques les 97,32% de Tchèques qui soutiennent le parti nazi, les promesses tenues par le dictateur. Et ce qui est très intéressant aussi, il y a une phrase qui m'a surpris et qui fait un peu peur finalement, c'est qu'Hitler a été le seul à tenir sa promesse. Euh, et c'est pour ça qu'il a eu ce succès-là. Et je me dis qu'aujourd'hui, à partir du moment où un homme politique tient sa promesse, ça en fait quelqu'un d'éminemment dangereux finalement. Est-ce que il y a quelque chose que tu as pointé du doigt que je n'ai jamais vu dans aucun livre, aucun roman, aucune littérature finalement, aucun livre d'histoire peut-être, mais c'est la promesse tenue. La promesse tenue d'Hitler d'annexion des Sudètes, c'est tout simplement le point de départ du fait que les Tchécoslovaques le soutiennent totalement. Alors oui, exactement. Et c'est aussi, en fait, c'est ça, c'est la raison du soutien. C'est-à-dire qu'on a tendance aussi parfois à regarder l'histoire à rebours, une fois qu'on sait tout, une fois qu'on sait les camps d'extermination, Auschwitz, les 6 millions de personnes gazées, exterminées. Et donc, on peut voir aussi le soutien à une idéologie qui était mortifère, ou en tous les cas qui était totalement dramatique, mais en tous les cas, on le voit avec ce recul-là, nous, aujourd'hui. Je pense que pour beaucoup de gens qui ont adhéré ou qui ont voté pour le parti nazi, la seule raison pour laquelle ils ont voté ou adhéré à ce parti-là, c'était, alors pas que, mais une des raisons principales, c'était en tous les cas le fait que Hitler leur garantissait qui retournerait dans le Reich allemand. Et donc, c'était pour ça que, voilà, qu'ils ont en partie, enfin, très fortement adhéré à ça. Voilà, donc je pense qu'il y a eu, puis après il y a eu une mise au banc de toute opposition, de tous les médias, il y a eu vraiment une sorte de travail de propagande très fort et très puissant qui a été exercé, qui faisait aussi qu'il y avait
de moins en moins d'alternatives aussi à ça, quoi. Ouais. Un peu plus loin dans le récit, d'ailleurs, il y a aussi un passage sur, je vais le lire, sur l'Autriche-Hongrie, sur le fait qu'à partir du moment où tout a été divisé, les problèmes ont commencé à apparaître. On a l'impression qu'à chaque fois qu'un pays se morcelle, la guerre arrive, les problèmes arrivent. Et là aussi, donc je vais te citer dans ce passage-là, avant que ces cochons de Prussiens ne viennent mettre leur nez dans nos affaires, nous étions un grand pays, l'Autriche-Hongrie. Nous vivions tous ensemble. Nous partagions le même amour pour ces terres et notre empereur. Tout cela était un et uni, et si les Allemands n'étaient pas arrivés, nous y serions encore. Et de quoi avons-nous hérité? Des frontières qui se sont immiscées entre nous et des visas obligatoires pour traverser ce qui fut, il n'y a pas si longtemps, un seul et même pays. Est-ce que là aussi, tu pointes quelque chose qui se répète constamment? On pense au Soudan, on pense à tant d'autres finalement pays qui se sont morcelés et qui ont connu à chaque fois pour une crise de territoire, une guerre de territoire, des guerres et des exactions mortelles. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors oui, je fais un tout petit bémol sur la citation que tu as faite dans le livre, c'est que en fait ça vient de la part de quelqu'un qui est de langue allemande, et donc l'empire austro-hongrois c'était un empire qui était dominé par les personnes qui parlaient allemand, par les germanophones, et donc ça vient de la part de quelqu'un qui était, on va dire, dans la population, dans le groupe dominant, qui écrasait ou qui souvent oppressait pas mal les autres groupes qui soient voilà, qui parlent tchèque ou qui parlent hongrois ou qui parlent, enfin non parce qu'après il y a eu enfin bref, parce qu'il y a eu la scission, mais en tous les cas c'était pas le groupe dominant qui parlait, et ce groupe dominant se retrouve au moment où il parle dominé dans un pays qui est dominé tout à coup par les Tchèques qui parlent tchèque. Et donc, c'est cet inversement de posture où tout à coup, on vient regretter à la fois un pays d'avant, mais aussi un pays où on dominait et où en fait, on se retrouve alors que là, on est devenu dominé. Et oui, pour revenir au cœur de ta question sur les pays, ce qui, moi, je crois, me désole ou en tous les cas me, me peine beaucoup, c'est l'impossibilité de vivre ensemble. C'est la difficulté de concevoir un pays ou en tous les cas une terre où plusieurs communautés peuvent coexister pacifiquement euh, et, euh, et de manière sereine, sans que forcément l'une écrase l'autre ou que finalement la dissension, la division deviennent le terreau qui alimente les discours politiques pour justement créer de la séparation entre les deux communautés. On voit ça en Ukraine, on voit ça dans les Balkans, ce qui était aussi le thème de mon précédent livre. C'est des régions où on pouvait vivre ensemble, on pouvait vivre entre communautés et où ça devient une sorte de terreau fertile dans le discours politique de dire les autres sont comme ça et les autres sont notre ennemi. Et on va se construire contre eux. Dans des terres où la cohabitation a toujours été le cas. Quand on voit les Sudètes, c'est des villes qui étaient peuplées, qui avaient je sais pas, 40% d'Allemands, 20% de Tchèques, 10% de Hongrois, 10% de Roms, de Juifs, et tout le monde vivait voilà, dans un... Alors je ne vais pas dire de manière heureuse parce que ce n'était pas le cas, il y avait des tensions, mais en tous les cas, c'est une terre qui appartenait à tout le monde et pas à une communauté plus qu'une autre. Et le nationalisme, en tous les cas le chauvinisme, le patriotisme, ça va être de faire croire que la terre appartient plus à une communauté qu'à l'autre, et donc que le seul moyen, c'est de la chasser ou alors de l'écraser. Et c'est en effet une sorte de côté redondant quoi, de toutes ces guerres qu'on voit, où c'est ce même processus qui, qui se répète, oui, en tous les cas, qui est réinstrumentalisé, en tous les cas. Tout à l'heure, tu parlais de désenchantement sur ton idée première d'écriture du roman. Est-ce que, au fil de l'écriture, est-ce que ça a changé? Est-ce que tes convictions ont changé? Est-ce que en écrivant, est-ce que la littérature t'a permis d'être un petit peu plus optimiste? Je pense que, alors le livre reste quand même, je pense, très sombre. La fin, notamment, il y Oui. a assez peu d'espoir, hein. C'était déjà le cas des deux précédents livres qui sont assez sombres. Et donc déjà, il y a une volonté peut-être à l'avenir ou pour les prochains livres de peut-être sortir un petit peu, de faire quelque chose peut-être d'autre. Je ne vais pas dire un recueil de blagues non plus, mais en tous les cas, quelque chose qui soit peut-être avec ce côté moins désenchanté ou sans une larme d'espoir. Mais je pense que dans ce livre, il y a ce qui commence à apparaître à la fin. Il y a aussi le côté de l'humour qui prend une certaine... Alors, pas l'humour, je ne dis pas que le texte est drôle ou que le texte est humoristique, mais en tous les cas, il y a le rôle de la plaisanterie. Et qu'est-ce que ça raconte, la plaisanterie? Ça raconte que
tout ce qu'on prend au sérieux, finalement, on finit par en rire. Et ça finit par devenir quelque chose dont on peut rire et qui devient drôle. Et ça, j'aime assez bien ça. Il y a plusieurs passages dans le livre où on voit comme ça des plaisanteries qui sont racontées par des personnages sur des époques passées. Et on voit finalement que alors c'est là on reprend quelque chose qui rappelle peut-être un petit peu les livres de Kundera, le livre du rire et de l'oubli, ou ce genre de choses, où en effet voilà, où le rire ou la plaisanterie peut jouer en effet un rôle aussi, et on va se rendre compte finalement que tout n'était pas si grave et que le temps passe. Alors je dis pas ça en effet en parlant des millions de morts du nazisme, en tout, c'est pas ce que je veux dire bien sûr, mais en tous les cas que le temps fait son œuvre, quoi. Voilà, donc il y a peut-être cette chose-là en tous les cas qui fait qu'au final, c'est peut-être pas si désenchanté, ou en tous les cas pour moi, peut-être pas pour les lecteurs ou lectrices, mais en tous les cas pour moi. Ouais. Très bien. Alors, on va passer à la deuxième période, celle qui est le cœur du livre, celle où les Allemands sont expulsés euh, de Tchéquie. Je lis un passage. Alors, il y a beaucoup de passages extrêmement puissants, extrêmement violents, extrêmement impressionnants sur quelque chose dont à mon sens en tout cas, on avait quand même très peu de choses, très peu d'éléments. On savait peu de choses sur cette histoire-là. Et je trouve que c'est impressionnant d'avoir mis autant de détails, autant de densité dans le roman. On n'a pas parlé de la densité du roman, mais c'est extrêmement dense. Tout ça pour dire, je vais lire encore un passage. Les nouvelles lois se multiplièrent, les restrictions plurent. Tout Allemand devait désormais porter le bandeau blanc cousu de la lettre N pour Nemec. Puis les comptes furent gelés et il leur fut interdit de marcher sur les trottoirs, puis de parler allemand sous peine de mort. Les décrets s'accumulaient, un nouvel oukase tous les jours, placardé sur les murs du centre-ville, des ordres qui venaient d'on ne sait où, puisque personne ne semblait bien savoir qui est de la communauté internationale ou de l'armée rouge, des gardes révolutionnaires ou des miliciens tchécoslovaques, du comité national ou des nouvelles autorités nationales tenaient vraiment le pouvoir. Peut-être aucun d'entre eux vraiment, ou tous à la fois. L'hostilité des populations, elle, gonflée, la roue avait enfin tourné. Ce que je trouve assez impressionnant, c'est non seulement le fait que tu arrives à décrire la fin de la guerre et le début d'autre chose, cet instant-là, ce creux-là de la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans ces territoires-là, je ne l'avais jamais vu une fois de plus en littérature. Et je trouve que tu l'as saisi avec une grande agilité. Tu parles notamment de scènes de théâtre, de personnages burlesques qui sortent dans la rue. On ne sait finalement plus où on est, on ne sait plus qui dirige, on ne sait plus où est la police, on ne sait plus où est la justice. On est dans un no man's land total. Et je trouve que là aussi, tu le matérialises avec une atmosphère, avec des mots, avec une certaine poésie. Il y a quand même une atmosphère que tu crées qui est différente de beaucoup d'autres choses qu'on lit. Et là, le passage que j'ai lu, ce fameux bandeau de la lettre N pour Nemec, qui j'imagine veut dire Allemand, ouais. An, Mm. c'est aussi, on sent qu'il y a une vengeance, qu'il y a une loi du talion qui s'effectue. On sent que euh, c'est quasiment un calque, en fait. On a l'impression qu'on va vouloir faire la même chose aux Allemands que ce qu'ils ont pu commettre pendant des années. Comment tu expliques finalement cette violence qui est en miroir, qui est totalement symétrique? Il n'y a aucune variation, ou presque, finalement. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que les Tchèques font exactement la même chose que les Allemands. Il n'y a pas ce moment où on se dit, est-ce qu'on ne pouvait pas faire autre chose finalement? Est-ce que c'est la colère qui parle tout de suite et on n'a plus d'autre choix? Alors, euh, c'est à nouveau, c'est difficile, c'est des questions toujours très sensibles, toujours dans cette idée à nouveau de marcher un peu sur des, comment on dit, voilà, avec le fait de parler de ce genre d'événements, de traiter c'est-à-dire ces malheurs, entre guillemets, qui arrivaient aux Allemands. Euh, je oui, alors pour revenir au début de ta question, je pense que ce qui m'a importé, c'était de parler du jour d'après. C'est-à-dire qu'on a à nouveau dans nos livres d'histoire, on a l'impression que la guerre, le 8 mai, ou pour les Russes le 9 mai 1945, s'arrête et qu'après la paix commence. Et on s'imagine des scènes de liesse, des gens qui descendent dans la rue, qui font la fête, etc. Et en fait,
pour plein de personnes, pour plein de peuples, pour plein de groupes, le 8 mai, le 9 mai, c'est le commencement d'autre chose. Et en fait, c'est aussi toute une Europe qui se réveille de ça. On a ces scènes, alors c'est un autre passage du livre, où on voit aussi les scènes qui se déroulent en Europe dans les semaines, dans les mois qui ont suivi la guerre, avec toutes les routes qui sont totalement détruites, les voies de chemin de fer totalement détruites, avec des grappes de personnes qui fuient entre les Allemands qui sont chassés d'où ils habitaient, les soldats allemands qui reviennent du front, les prisonniers qui sont libérés, les gens qui sortent des camps, et qui en fait les bourreaux vont croiser les victimes sur un incroyable sorte de capharnaüm, de bordel ambiant où les trains ne fonctionnent que par petits tronçons qui sont encore épargnés. Et donc, je trouvais ça assez intéressant de reproduire aussi cette atmosphère. On apprend beaucoup à l'école les dates, ou en tous les cas le déroulé de la Deuxième Guerre mondiale, ou les causes de cette Deuxième Guerre mondiale, mais qu'est-ce qui se passe immédiatement après? C'est pas la paix immédiate, il se passe plein de choses qui sont aussi passionnantes et qui raconte aussi autre chose, bah ça justement, ce que tu décris, le côté loi du talion, où on va finalement faire payer à ceux qui, on peut dire, l'avaient bien mérité. Et ça va être le cas en France aussi, quand on voit toutes ces femmes qui se sont retrouvées tendues sur les villages. C'était, je pense, des choses qui étaient assez tabous jusqu'à, on va dire, il y a une dizaine d'années. Et je pense que ces choses, on en parle un petit peu plus librement maintenant, ou en tous les cas, on voit alors avant, je veux dire, ça émanait plutôt de l'extrême droite, quoi. C'est-à-dire qu'on allait un peu parler des malheurs des Allemands, ça était quelque chose qui était très limité à ces groupuscules-là. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui se généralise un petit peu, puisqu'on y voit aussi une forme de mal, même si c'est pas un mal orchestré par l'État, c'est souvent des initiatives individuelles, des petits groupes, voilà, des petites vengeances personnelles, ou alors des choses mais en tous les cas, ça a existé. Et en Tchéquie, ça a existé de manière assez, alors je ne vais pas dire organisée de tout en haut, mais en tous les cas, il y a eu une volonté étatique, et même qui a été soutenue par Churchill, par la communauté internationale, de vider tous les Allemands de ce pays-là, parce que ça ne pouvait plus durer, quoi. Et, euh, et voilà. Et donc, mais heureusement, pareil, dans ces deux pays-là, je pense qu'en Allemagne, très longtemps, c'est une question qui a été phagocytée, qui a été concentrée dans les mains de partis conservateurs, chrétiens, ou des partis très à droite. Et en Tchéquie, c'était une question qui était totalement taboue, on n'en parlait pas. Et aujourd'hui, parce que je pense que cette génération sont peu à peu décédées, et que c'est les troisièmes générations qui s'emparent de ça, c'est un récit qui est beaucoup plus apaisé, où en fait on va voir ce qui a été fait, le mal qui a été fait des deux côtés, et c'est quelque chose qui finalement devient plus apaisé, et qu'on peut traiter peut-être avec moins de colère, hein, et moins de ressentiment. Voilà. Tout ça pour dire que, voilà, je trouve que ta manière de raconter les choses est admirable et je pense notamment à Kubitschek, ce footballeur où son père est enlevé par la Gestapo, il ne le reverra plus et c'est lui qui va mettre en place certaines exactions sous la coupole, sous la mainmise de ce maire qui se cache finalement, qui se cache pour l'envoyer finalement au front et commet des exactions sur les Allemands tout au long du récit, ou presque, on se demande finalement où était la justice. Ça m'a frappé. Je me suis demandé, finalement, est-ce que la justice, elle était à hauteur d'homme? Est-ce que la justice, on a l'impression qu'elle n'existe plus, qu'on est dans un monde où véritablement plus rien n'est illégal, plus rien n'est immoral. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on a souvent parlé d'ensauvagement depuis quelque temps, on a souvent parlé de limites franchies, on a souvent parlé de beaucoup de choses, d'hommes politiques et de femmes politiques qui mettaient des mots assez terribles dans la bouche de certains citoyens. Et on a l'impression que cette époque-là n'a servi finalement à pas grand-chose. Ou en tout cas, tu le disais tout à l'heure, les hommes et les femmes oublient le passé. Clairement, quand on voit tout cela, on a l'impression que c'est une boucle finalement, que c'est une boucle intemporelle et que rien ne changera. Tout ça pour te demander finalement si les victimes deviennent clairement les bourreaux. Et cet épisode sur Kubitschek, il est terrible. Tous ceux qui l'ont lu, j'en suis persuadé, en ont déjà des visions d'horreur. Parce que tu utilises les bons mots, tu utilises les rires aussi à un moment donné qui font froid dans le dos. Euh, Cet épisode sur Kubitschek, est-ce que c'est ton personnage, entre guillemets, phare finalement du roman? Est-ce qu'au contraire, les personnages féminins l'ont emporté, ce qui voudrait dire que tu es quand même beaucoup moins désenchanté qu'on voudrait le penser?
Il y a sa chute, il y a son destin qui est aussi assez cruel, quoi. Il termine le livre assez, Ne dis une sorte rien, ne dis de rien. relégation totale pour ce personnage, mais j'en dirai pas plus. Et oui, alors lui, c'est vraiment l'incarnation de ça, c'est l'incarnation du personnage qui va utiliser cette espèce de moment où l'histoire entre dans une zone grise, où finalement on ne sait plus très bien où on est, ce qui est c'est très proche de ce que tu lisais, de l'extrait que tu lisais tout à l'heure. On ne sait plus qui a l'autorité, qui gouverne, qui a le pouvoir. C'est un peu personne et tout le monde. Et ça, c'est une réalité. Dans ces zones-là, il y a eu plusieurs mois des sortes de no man's land. On était vraiment dans un Far West où on avait, c'était des régions qui étaient peuplées par 70, 80, voire 100% d'Allemands. Ils sont tous partis. Et c'était donc les Allemands qui gouvernaient, c'était des régions qui étaient gouvernées par le Reich, et tout à coup, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus rien. Alors, il y a ceux qui sont sur place, il y a les soldats de l'armée rouge, il y a les soldats des nouvelles brigades tchécoslovaques, et puis on essaie d'envoyer des autorités, mais finalement, il y a déjà des gens sur place avec des fusils, donc on n'arrive pas à rétablir. Et puis, vous avez en même temps tout un tas de sorte voilà, de petits types qui magouillent, de petits bandits, de petits brigands qui vont aller dans ces zones-là parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent à se faire, parce qu'ils savent qu'il y a des maisons à piller, parce qu'ils savent voilà, que c'est une sorte d'opportuniste. Et donc pendant quelques mois, jusqu'à ce que l'État rétablisse l'ordre, ça a été ouais, des sortes de no man's land sans foi ni loi, sans État, des zones anarchiques. Euh, alors oui, donc oui, Kubitschek, c'est cette loi du talion, c'est ce retour. Alors je voulais peut-être juste faire une petite, comment dire, une petite parenthèse par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas toujours que on a la loi du talion. Il y a certaines personnes qui ont réussi à pardonner. Il y a certaines personnes qui ont, si on pense à des personnages comme Mandela, si on pense à des personnages comme Václav Havel, même en Tchécoslovaquie, c'est des personnages qui ont réussi justement qu'on pensait que l'union et que la réconciliation nationale était plus importante que la haine et que la violence. Voilà. Après, il y a des initiatives individuelles, mais c'est pas systématiquement le cas non plus. Alors, est-ce que c'est mon personnage principal, Kubitschek? Non, je crois pas. C'était un personnage qui était difficile à écrire parce qu'il a en effet un destin assez. Voilà, il va devenir ce joueur de foot assez charismatique, qui va devenir à la fois finalement le bourreau, mais aussi un bourreau instrumentalisé, qui va finalement connaître lui-même une situation de victime et donc qui va avoir une sorte de fuite en avant, une vie assez rocambolesque où il va justement être lui totalement ballotté par les époques, quoi, de celui qui est opprimé à celui qui est oppresseur, puis de nouveau opprimé et pour finir tout ça dans l'oubli. Ouais. Mm. Il y a aussi un merveilleux débat à un moment donné du livre, page 89, où c'est entre Hildegarde et sa fille, il me semble, je ne sais plus, je ne sais pas si c'est sa fille ou pas. Je vais quand même le lire. Il est stupide de condamner une langue pour les torts d'un régime, ajouta-t-il dans ce qu'il voulait être une confidence fraternelle. Devrait-on arrêter de lire Rilke et Thomas Mann parce qu'un dictateur a harangué les foules dans la même langue qu'eux? Cela n'a pas de sens. Et si vous voulez mon avis, c'est un mauvais signal que donnent les nouvelles autorités tchécoslovaques. Elles devraient faire preuve de davantage de mesure et d'intelligence et non pas céder aux sirènes des représailles et des bas instincts. C'est un débat que tu soulèves, mine de rien, notamment quand on entend le boycott des athlètes russes, des auteurs russes, des athlètes israéliens et de tant d'autres finalement. Il y a quand même un sujet là aussi. Est-ce qu'on devrait arrêter de dire un auteur français pour le passé colonial de la France? Finalement, il y a quand même beaucoup de questions que tu soulèves, beaucoup de mini-débats qui sont parfois sans fin, mais j'aimerais que tu nous parles de ça finalement, que tu nous parles de ce que tu soulèves à chaque fois, des messages que tu envoies, même si je sais que c'est pas forcément un message, mais c'est une petite bouteille à la mer peut-être. Alors je sais pas si c'est pour que le lecteur se saisisse de la chose comme je le fais ce soir, mais en tout cas, tu soulèves beaucoup de choses, tu soulèves beaucoup de questions et c'est ça que je trouve aussi très intéressant. Ce n'est pas qu'un roman historique, c'est au-delà d'un roman historique. Merci pour cette question, Anthony. En effet, je pense que c'était une remarque, ou en tous les cas, alors que j'ai fait volontairement en lien avec ce qui se passe aujourd'hui, avec notamment ce que tu as décrit dans ta question. Celui qui prononce ça, c'est un notaire hein, qui vient en fait à la fois dans une scène assez dure où il vient prendre possession de la maison dans laquelle habite cette jeune fille allemande et sa mère. Et donc il vient, on lui a donné cette maison alors qu'elles y habitent encore et il est plutôt aimable, respectueux. Il leur dit qu'elles ont le droit de rester dans la maison, qu'elles peuvent habiter dans une petite pièce, même s'il y a cette brutalité de la scène où lui vient prendre possession de la maison qui était la leur. Donc c'est à la fois cet homme assez
assez bienveillant et qui va avoir cette discussion-là et qui va parler de tout ça et qui va raconter en effet, moi, quelque chose que j'ai trouvé personnellement assez marquant, en tous les cas assez dramatique, de voir comme notamment en Ukraine, on va se retrouver à avoir des boycotts de tous les auteurs russes qui sont retirés des bibliothèques, qui sont retirés de l'enseignement parce qu'on estime que la langue, à travers même leur texte, que la langue est vecteur de cet impérialisme de la culture russe, quoi. Et donc on va vouloir remplacer par des auteurs ukrainiens. Et je ne pense pas, comment dire, c'est plus en effet l'idée d'une bouteille à la mer. C'est-à-dire que j'en suis pas, quand on parle des artistes, des athlètes russes, des athlètes israéliens, je ne suis pas convaincu. Je ne sais pas si il faut ne pas les boycotter ou il faut les boycotter naturellement. Je suis plutôt opposé à l'idée d'essentiel, de boycotter un peuple entier, de l'essentialiser. À l'inverse, c'est aussi se taire et ne rien dire et ne rien faire, c'est aussi finalement euh, soutenir d'une certaine manière ou être d'accord avec un régime oppresseur. Donc voilà, donc c'est pas une volonté d'avoir un avis très tranché, d'avoir un avis très définitif sur cette question, mais comme tu dis, c'est peut-être voilà, de lancer peut-être une petite idée et qui peut-être peut faire réfléchir certains qui pensent autrement, voilà, mais oui, ouais, c'était l'idée. Très bien. Alors, on va prendre une petite photo de groupe avant que tu nous lises un premier extrait, parce que moi, j'ai assez lu. C'est à toi maintenant. 3, 2, 1. Parfait. Allez, c'est à toi, Timothée. Alors c'est un passage justement, on est on est au début et on est à la veille de leur départ où elles doivent justement, elles sont sommées après quelques semaines de quitter la Tchécoslovaquie. Donc on est avec Sieglinde, qui est mon personnage principal, qui est une jeune fille qui a 14-15 ans, et sa mère, Hildegard, qui doivent toutes les deux quitter le pays le lendemain. Sieglinde pleurait, débordant d'une culpabilité qu'elle parvenait encore mal à embrasser. Une journée, ce n'est pas long pour faire le tri d'une vie, pensa-t-elle. Une journée pour décider quelle tenue, quelle partition de piano, quels souvenirs deviendraient les seuls vestiges de son enfance, pour déterminer ce qui composerait les 20 kilos d'une vie qu'elle était autorisée à emporter dans ce camp. Un camp qu'elle se figurait encore comme les baraquements joyeux des jeunesses hitlériennes. Tandis que le jour s'éteignait dans un crépuscule incolore, Hildegarde se faufila dans les lambeaux de jour pour se rendre au cimetière visiter son mari, ou sa stèle plutôt, puisque son corps n'avait jamais été rapatrié de la lointaine Russie, ses restes perdus ou trop amochés pourrissant quelque part dans ces terres froides et plates. Sous la tombe à Yedlof, la sépulture était vide, seulement garnie de quelques objets lui ayant appartenu, des lunettes, une pipe et une montre, et Hildegarde avait tout de même tenu à planter au-dessus un petit arbre, dans l'espoir que quelque chose, une trace, un esprit diffus de son mari se réincarne et pousse avec lui. Il faisait nuit lorsqu'elle atteignit la dalle en pierre déjà mangée par la mousse, une nuit cafardeuse sous les branches des ormes centenaires. Elle s'agenouilla sur la sépulture, soulagée de ne pas avoir été vue traverser la ville, malgré le couvre-feu pour les Allemands. Et elle pleura toute sa peine, les larmes s'écoulant sur la pierre froide. Mon homme, je te jure sur mon honneur et sur notre fille et sur Dieu Tout-Puissant que je ne t'abandonnerai pas ici. Et s'il me faut partir, je reviendrai à Tannberg pour fleurir ta tombe, je te le promets, même si je dois y perdre ma vie. Et cette promesse clouée dans la nuit comme un serment par le sang regonfla sa peine, et fit redoubler de vigueur les larmes qui dévalaient ses joues, puisqu'elle savait au fond d'elle que cette détermination indéfectible se heurtait au pire des obstacles, la bêtise bornée et têtue de l'avenir. Voilà. Merci. Très bien. J'avais une question également sur, tout à l'heure, on parlait de documentation, de tes sources. Est-ce que tu as utilisé également les repères photographiques? Est-ce que la photo a eu un impact particulier sur les lieux, sur finalement l'atmosphère que tu décrivais? Est-ce que, on sait que beaucoup d'écrivains écrivent à partir de photos. Est-ce que ça a été un matériau qui a été propice à l'écriture de ce roman? Je réfléchis en même temps, parce que je crois, j'ai pas le, il me semble pas. Il y a eu plusieurs choses qui m'ont servi d'inspiration et je t'en parlerai tout à l'heure, mais notamment des livres, des textes, il y a beaucoup de journaux, il y a des témoignages, il y a aussi des films documentaires qui m'ont servi d'inspiration dans ce texte. Mais la photo en tant que telle, alors il y a plusieurs photos dont on parle dans le livre qui sont décrites, notamment des photos qui vont traverser les époques. On parle notamment de cette Sieglinde qui a cette photo, là, c'est une des rares choses
porte avec elle, qui est la photo d'elle et de son père qui va mourir, où on la voit justement avec ce costume des Bund Deutscher Mädels, qui étaient les jeunesses hitlériennes pour les filles, et qui va dans les années 90 et devenir une sorte de preuve horrible de sa culpabilité, ou en tous les cas de son soutien au nazisme. Et donc elle va se débarrasser de cette photo qui était un peu le seul souvenir de son enfance, quoi. Voilà. Donc par exemple, il y a cette photo-là, mais d'écrire avec des photos, je sais pas, Claire, tu as peut-être des souvenirs plus. Je sais pas si tu as un souvenir de Pas ça. forcément en description avec des photos, mais je me souviens à l'époque, on cherchait l'iconographie pour la couverture. Tu nous avais parlé d'un photographe. Et effectivement, c'était des photos qui étaient de cette région, en fait, qui étaient plus récentes, donc on était plus dans les années 70-80 de mémoire, mais qui donnait une très bonne idée de l'ambiance, de l'atmosphère, de ce que tu avais en tête, toi, quand tu écrivais. Oui. Alors effectivement, c'est des photos que moi j'ai vues après la rédaction du texte, donc je ne sais pas en quoi elles t'ont inspiré dans l'écriture, mais je sais que pour moi, ça avait vraiment fait quelque chose de voir vraiment par un photographe cette région, les gens, en plus c'est une photo très urbaine, très familiale aussi, c'est pas du tout de la photo posée ou de la photo de paysage grandiose ou des choses comme ça, c'était vraiment de la photo à hauteur d'homme, de la même manière que ton roman il est à hauteur d'homme et de femme. Et enfin, finalement on est parti sur notre piste pour la couverture, mais j'avais bien aimé le fait de pouvoir voir ces photographies-là. Je sais pas si tu peux parler un peu de ces photographes peut-être et à quel moment tu l'as rencontré, est-ce que l'écriture était déjà terminée ou Alors c'est Bogdan Holomíček, ce photographe, qui est un photographe qui a vécu dans cette région, et on m'en a parlé en fait plutôt à la fin de l'écriture. Donc il y avait, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur cette région-là et sur ces questions-là, notamment ces villages. Il y a quelques villages encore qui y demeurent, qui sont des villages qui étaient des villages allemands et qui restent aujourd'hui totalement abandonnés. Donc on retrouve au milieu de forêts, par exemple, qu'on poussait autour, et on retrouve une église, on retrouve des maisons, voilà, qui sont vides depuis la Deuxième Guerre mondiale, des petits hameaux comme ça qui ont été totalement abandonnés, totalement vidés de leur population et jamais repeuplés. Donc il travaille un peu sur ces questions-là, mais aussi en parallèle sur voilà, sur des photos de vie un peu plus, des choses un peu plus vivantes à l'époque du communisme, quoi. Ouais. Très bien, très bien. Et on n'a pas parlé tout à l'heure dans les remerciements. Tu remercies également Ilona Lakova, qui Oui. t'a inspiré dans un de ses textes le personnage d'Ivetka. Donc j'imagine que tu peux peut-être aussi en dire peut-être un peu plus que dans les remerciements. On a la Oui, chance de alors l'avoir en vrai là, donc on en je l'ai profite. apporté ici, c'est ce livre-là. Voilà. Ilona Latskova, Je suis née sous une bonne étoile, ma vie de femme tzigane en Slovaquie. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup touché pendant mes études. Et c'est là qu'on va partir peut-être sur la genèse du deuxième personnage, de ce personnage tzigane, et peut-être qui se retrouve aussi dans le troisième. J'ai fait des études et j'ai fait enfin, j'ai passé pas mal de temps à travailler auprès des populations tziganes en Slovaquie, dans des sortes de ghettos, de zones un peu où ils vivent un peu en marge des sociétés, sorte de bidonville un peu. Et je travaillais justement sur l'idée voilà, de la mémoire de ces populations, et puis aussi beaucoup sur l'identité, la manière dont l'identité s'était construite au fil du temps. Et donc ce livre-là, je l'ai lu pendant mes études, et c'est un livre qui est très vivant, c'est un témoignage qui a été recueilli à l'époque communiste par une anthropologue tchèque, enfin tchécoslovaque, et qui raconte cette vie de cette femme au destin assez incroyable, et qui parle avec une langue très riche, très vivante, et qui va s'émanciper de son destin, et on va dire devenir faire des études, et elle va d'ailleurs venir à ce moment-là, pendant les années 45-46, où les Tziganes vont être déplacés pour repeupler les Sudètes. Elle va se retrouver elle-même dans ce mouvement-là, à repeupler ces villages allemands. Et puis voilà, elle parle enfin, sa vie est assez incroyable, et elle a une sorte euh, voilà, de ton, de langue qui est très riche, et elle utilise notamment beaucoup de dictons. Rome, voilà, tout ce qui est autour de la tradition, de cette espèce de magie qui parfois et accompagne un peu ce récit-là. Et tout ce côté très naturaliste de son écriture, qui parle beaucoup de la nature, des éléments, voilà. Et enfin, voilà. Donc je me suis beaucoup inspiré de ce livre-là alors le personnage d'Ivetka est devenu à part, c'est-à-dire j'ai pas, on va dire, j'ai pas calqué son histoire, mais en tous les cas, ce texte m'a servi
aussi parce que c'est difficile, parce qu'on fait un livre un peu historique et puis on parle quand même du destin d'une Rome de 16 ans. Alors comment on arrive à se projeter dans un personnage comme ça? Comment on arrive à sembler véridique quand on y connaît quand même assez peu et surtout qu'il y a très peu de traces? Il n'y a aucun journal qui mentionnait ça, aucun film, aucun document. Donc comment savoir ce qui se passait dans la tête d'un personnage comme ça? Et c'est pour ça que c'est un document qui m'a servi à ça, quoi, pour tenter d'être au plus vrai, en tous les cas, de tenter de reproduire au plus vrai sa destinée et ses espoirs et ses peines, quoi. Voilà. Eh ben, ça rejoint un petit peu la prochaine question que j'aimerais te poser euh, la difficulté d'écrire sur quelque chose qui est de l'ordre du mal absolu. D'écrire quelque chose sur une Rome, en effet, de 16 ans dont tu ne connais finalement rien. Comment tu t'inspires, comment tu digères les informations que tu as pour ensuite en sortir quelque chose de totalement original. Est-ce que ce sont des sensations? Est-ce que ce sont des émotions? De quoi tu t'imprègnes finalement pour ensuite faire quelque chose de totalement inédit? Est-ce que tu passes un tamis finalement sur les informations que tu as? Tu sélectionnes, tu arbitres forcément, mais qu'est-ce qui passe en premier dans ta tête en tant qu'auteur? Il y a une grosse recherche documentaire et une grosse recherche de sources qui me permettent à partir d'un moment où j'ai l'impression d'en avoir acquis suffisamment qui me permettent de trouver une voie, qui me permettent de trouver une manière dont mon personnage peut parler. Si j'ai pas ça, je crois que je serais incapable de faire parler un personnage, je serais incapable de, je sais pas, là, sans faire aucune recherche, de faire parler je sais pas moi, une jeune soudanaise du Soudan du Sud qui, voilà, j'arriverais pas à trouver voilà. Donc il faut d'abord une grosse recherche documentaire, presque que je me plonge dans sa société, dans sa vie. Et donc ce qui a fait aussi que ce livre a été très long et peut-être douloureux aussi parce qu'il a fallu faire beaucoup de recherches vu que ça couvre plein d'époques différentes, plein de personnages différents euh, pour pour essayer justement de sonner le plus juste possible quoi, pour ces personnages-là. Quoi. Donc oui, ça passe un peu au tamis, mais après, il y a une nécessité de trouver la voix, que mon personnage, pour moi, quand je l'écris, sonne juste. Quoi. Ouais. Et puis enfin, il y a quand même la troisième partie du livre, ces années 90, où on voit ce capitalisme, où on voit les citoyens pris en tenaille finalement. C'est la place du choix, la place du courage, de choisir entre un extrême, de choisir entre un certain communisme, de choisir entre les dédales du capitalisme. On a l'impression que c'est aussi le roman des choix, et on le voit même dans les autres parties finalement, j'arrive jamais à dire le prénom de ce personnage-là, Sigilde. Ah, Sieglinde, ouais. Ouais, ouais, Sigilde. ouais. Pourquoi n'est-elle pas partie plus tôt avec sa mère? À quel moment finalement on décide de partir, de s'exiler, de sentir le mal arriver et finalement de pas franchir le pas? Je pense que c'est arrivé à beaucoup de personnes et certains s'en sont sûrement mordus les doigts. Mais c'est la question du choix, la question du moment finalement. C'est un roman, Le tumulte et l'oubli, c'est un roman sur peut-être le moment opportun pour partir, pour rester, pour choisir. On a l'impression que c'est un instant T qui s'effectue et c'est ça où, dans les interstices du temps dans lesquels tu t'insinues, là, ces petits moments après la guerre, on a l'impression que moi, j'étais angoissé en fait. J'étais angoissé, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais fait à ce moment-là? Est-ce que j'avais assez d'informations pour pouvoir partir, pour rester? Est-ce que j'engage ma famille aussi, les choix de ma famille? Je trouve que c'est extrêmement fort ce que tu dégages dans ce que tu écris et ces années du capitalisme sont aussi là. C'est cette prise en tenaille du citoyen lambda. Ah, il y a plein de questions, plein de Ouais, pistes. désolé, je suis désolé, il y a beaucoup de questions dans ma tête à chaque fois parce que le Euh, roman il est d'une telle densité. il y a alors sur le fait de partir, il y a ce passage dans le livre qui est exprimé à la fin sur ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que quand on vit dans le temps présent, on a une lecture très claire et très évidente du passé, où tout est une sorte de lien de causalité et de conséquence. On voit très bien que tel événement, micro-événement, a produit, je ne sais pas, l'assassinat de Franz Ferdinand à Sarajevo, a déclenché la Première Guerre mondiale. Et ça nous semble évident parce qu'on voit l'histoire
du sort de piédestal de notre position présente. Quand on vit ces événements-là, on est confronté à une forme d'incertitude totale de l'avenir. On est confronté, voilà, on ne sait pas du tout si quand je sais pas, les États-Unis livrent des armes de longue portée à l'Ukraine qui vont les utiliser sur le territoire russe, si ce fait va déclencher une guerre atomique ou pas, ou si c'est une sorte de... Voilà. Enfin, c'est un exemple parmi des millions aujourd'hui, mais en tous les cas, on a cette incertitude. À quel moment on se dit que la coupe est pleine ou qu'on en a trop vu ou qu'on a dépassé un stade où il n'y a plus de retour et qu'on fuit et qu'on quitte, sachant qu'on abandonne tout ce qui nous a défini, notre chez-soi, notre foyer, notre terre, notre pays. C'est, je pense, une question qui est très, très dure, quoi. Très, 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 très Peut-être dure. qu'aujourd'hui, peut-être qu'à l'instant T, on vit aussi cette période-là. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, il faudra peut-être faire un choix. Aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans 2 semaines, mais peut-être qu'on peut aussi être. La situation est tellement instable aujourd'hui que on vit peut-être ces moments-là. Et c'est là que je trouve qu'il y a une urgence. Ce roman, il est d'une urgence folle, en fait. Oui, oui, c'est en tous les cas, le livre, en effet, étant beaucoup écrit, enfin, une partie de l'écriture du roman a été faite à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dans ces mois qui ont suivi, où on était, en effet, on avait l'impression que la fin du monde voilà, nous pendait au bout du nez, quoi. Il y avait quelque chose d'assez effrayant. Enfin, en tous les cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ça a été quelque chose d'assez traumatique, quoi. J'ai été je suivais frénétiquement les nouvelles, j'étais assez effrayé par tout ça. Et ça peut être pour d'autres le dérèglement climatique ou pour certains d'autres la guerre Israël-Palestine avec l'engagement de l'Iran ou quoi. En tous les cas, ou à l'inverse, on peut penser que ces choses-là se tassent et finalement passeront et que des solutions sont trouvées. Voilà, et qu'il faut justement regarder quelque chose de positif. Mais oui, mais c'est ça qui est très dur, c'est que tant qu'on n'a pas la lecture finale, donc on n'a pas le point final à toutes ces histoires qui sont en train de se dérouler, en fait, on n'en sait rien, quoi. Et c'est ça qui est euh, assez passionnant et fascinant aussi, et ce qu'on peut faire dans l'écriture. En tous les cas, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de montrer le côté finalement très incertain de l'histoire, d'aller peut-être un peu à l'encontre de la manière dont on raconte l'histoire, celle de, comme je disais, d'une cause et d'une conséquence, et de montrer que parfois tout est beaucoup plus flou et tout est beaucoup plus incertain. Il aurait pu se passer, ça aurait pu être totalement autre. Plein d'événements historiques auraient pu être totalement autres. C'est voilà, et en fait, on ne le sait pas et on ne le saura jamais. C'est une sorte d'anticipation, ou comment ça s'appelle, je sais plus, quand on part d'un événement historique, on le change, ce qui s'est Uchronie. produit. Uchronie, c'est ça. Euh, et, euh, et donc c'est assez passionnant de réfléchir à tout ça, quoi. De réfléchir que beaucoup de l'histoire ou de ce qui s'est produit dans l'histoire, c'est le résultat de hasard et non pas de faits très affirmés. Et ça c'est aussi assez passionnant, quoi. Alors, de manière beaucoup plus joviale, c'est la playlist. Parce que la playlist, c'est toujours c'est la petite cerise sur le gâteau quand on lit un livre chez Asphalt. C'est la playlist de l'auteur que vous voyez sur le rabat ici. Voilà. Alors, elle va clairement, de Nina Simone à Kino à Herman Dune. On connaît parfois, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on connaît souvent très peu les compositeurs et les interprètes des auteurs choisis. J'aimerais que tu nous parles de cette playlist. Est-ce que c'est une playlist avec laquelle tu as écrit? Est-ce que c'est une playlist qui au contraire, t'a semblé à propos pour un lecteur, pour lire Le tumulte et l'oubli, même s'il faudrait quand même à peu près 150 musiques pour lire Le tumulte et l'oubli. Mais j'aimerais que tu nous parles de ça parce que je trouve ça toujours aussi fascinant de lier ces différents arts, la musique et la littérature. Et chez Asphalt, c'est une constante. Et j'adore ce moment-là. Alors, c'est vrai que dans les autres textes, j'avais fait un peu plus attention à faire une sorte de un tiers, un tiers, un tiers, un tiers entre les chansons ou les textes, enfin les musiques dont je parlais dans le texte ou qui parfois étaient mentionnées dans le texte, un tiers qui était celle que j'avais écoutée pendant l'écriture, et puis un tiers qui me semblait
soit la musicalité, ou alors les paroles avaient un écho avec le texte, quoi. Voilà, donc là, je faisais ça. Alors là, pour être très honnête, quasiment que la musique que j'ai écoutée pendant l'écriture de ce texte. Et c'est vrai que parfois sur des phases d'écriture assez longues, je vais avoir une musique un peu en tête, que je vais écouter un peu en boucle, qui va un peu m'accompagner pendant l'écriture, quoi. Donc c'est plus ça que j'ai indiqué ici. Voilà. Très bien, parce que ça aurait été quand même très difficile de coller aussi avec le texte. Oui. Ça aurait été des musiques extrêmement plombantes, Ouais. souvent. Sandra, c'est à toi. Bonsoir tout le monde, bonsoir Timothée et bonsoir Claire. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas beaucoup de voix, mais je vais essayer quand même. Je voulais revenir, vous parliez tout à l'heure de la couverture, Claire et Timothée. Cette couverture, moi, elle m'a beaucoup interpellée parce que tout de suite, enfin, quand on aime les tableaux d'Egon Schiele, on le reconnaît tout de suite. Et en fait, je voulais savoir si Egon Schiele était une évidence dès le départ pour vous, et si ce tableau aussi particulièrement était une évidence parce que je crois, parce que j'ai cherché, je crois que c'est un village tchèque, donc ça paraît évident, mais à la fois je me suis dit, bah, dans Egon Schiele, il y a des portraits avec des personnages, souvent il peint enfin, des portraits de personnages assez angoissés. Je me disais que ça aurait pu aussi peut-être correspondre à ces personnages qui traversent parfois des moments de terreur. Voilà, donc je voulais savoir si Egon Schiele voilà, était une évidence et ce tableau en particulier. Merci. Tu veux répondre, Timothée, ou je peux... Non, réponds, vas-y. J'ai beaucoup parlé, moi. Alors, alors Egon Schiele n'a pas du tout été une évidence, sauf une fois qu'on l'a trouvé, où pour le coup, ça s'est plus ou moins imposé. Moi, j'avoue, enfin, chez Asphalt, on aime bien plutôt avoir des êtres humains en couverture. C'est pas toujours possible, mais moi, j'avoue, je préfère quand les couvertures sont incarnées. Ça a été très difficile, très très difficile de trouver une couverture pour le tumulte et l'oubli, et notamment bah, cette volonté d'avoir un être humain en couverture, elle a très vite été battue en brèche parce que c'est impossible de résumer en un visage, en un regard, la multiplicité des personnages. Donc très vite, on allait plutôt faire des recherches vers l'art. Alors on était plutôt sur d'autres artistes de la même époque, mais toujours avec un côté un peu Mitteleuropa, et notamment Egon Schiele entre autres. Mais pas des portraits, du coup, c'était vraiment des côtés, soit des choses non figuratives, soit effectivement ces paysages-là. Je me rappelle avoir fait un essai sur une autre version du même tableau, parce qu'il a fait énormément de vues de ce village-là, qui n'avait pas été retenu. Et finalement, Timothée nous a dit, bon, moi, j'aimerais bien avoir un essai avec ce tableau. Il nous envoie bah, justement des tableaux qui ressemblaient. J'avais été attirée par cette composition, c'est pas pour rien. Effectivement, il y a quelque chose. En fait, Egon Schiele, du coup, pour avoir recherché après d'où venait ce tableau, quel était le village représenté, en fait, c'est un village des Sudètes. C'était le village de sa mère. Sa mère est originaire des Sudètes et il y allait régulièrement, et c'est un village qu'il a énormément peint. Du coup, cette œuvre qui m'avait attirée par ses couleurs, par sa composition, finalement, s'est avérée être complètement adaptée au contenu, parce que finalement, le tumulte et l'oubli, il y a ces personnages féminins qui sont des piliers, il y a ces personnages masculins qui sont des fils rouges, donc ça se répond tout à fait. Mais un des personnages les plus importants de ce roman, c'est ni un homme ni une femme, c'est la ville de Yedlov ou de Tannberg, donc qui change de nom au cours de l'histoire, hein, qui est quand même ce lieu en fait commun à tous les personnages autour desquels ils vont se croiser, qu'ils vont rejoindre, qu'ils vont quitter, qu'ils vont. Donc il y avait cette importance du lieu qui pouvait ainsi être représenté. Alors effectivement, le roman est incarné sur la couverture, mais pas par un humain, par ce village qui ne peut pas être tout à fait Yedlov, puisque Yedlov est un village fictif inventé par Timothée, mais qui peut le représenter graphiquement. Très bien. Sacré hasard, sacré destin. Ouais. Chloé, c'est à toi. Bonsoir tout le monde. Je voudrais vous remercier Timothée parce que j'ai adoré votre roman de Malabrume. J'ai beaucoup aimé cette façon que vous aviez de raconter la guerre vue par des adolescents.
Et j'ai énormément aimé la playlist, notamment parce que enfin, j'ai lu le roman en écoutant la musique. Et alors, je voulais savoir si vous vouliez nous faire découvrir ces groupes, nous faire comprendre que, bah oui, même derrière le rideau de fer, il y avait du rock. Et j'avais une deuxième question. J'ai vu que vos autres romans donc, parlent des pays de l'Est. Est-ce que c'est aussi une volonté de votre part de nous parler de ces pays qu'on connaît peu? Ben, merci pour vos deux questions, plus questions d'avant, trois questions. Alors sur la playlist de Demain la brume, en effet, donc c'est le précédent livre qui traitait des guerres de Yougoslavie, qui montrait comment dans les années 90, la guerre s'est immiscée dans la société yougoslave, les tensions, les dissensions se sont immiscées. Et en fait, dans ce livre-là, ça parle en effet d'adolescents, dont des musiciens, parce qu'il y avait toute une partie intéressante sur la musique à cette époque-là. La musique qui va petit à petit se retrouver instrumentalisée par le nationalisme serbe, croate, etc. Et donc, je trouvais ça intéressant. Alors, ça avait plus de sens dans la playlist d'avoir des artistes de cette époque-là. Ce qu'on appelait la nouvelle vague yougoslave, les années 80, c'était des années assez phares en termes de production musicale, et il y avait des groupes super qui faisaient des trucs super, et donc j'avais un peu envie de faire connaître ça dans la playlist quoi, de ce livre-là. Donc c'était pour ça que j'avais mis tous ces artistes-là. Et sur bah, les sociétés de l'Est, non, c'est que je crois que je suis un peu maniaque avec ça. Je sais pas si c'est. Après, si, forcément, vu que j'adore ça, que ça me passionne, que c'est des pays. Voilà, moi j'ai vécu assez longtemps en Tchéquie. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps dans les Balkans pour d'autres projets. C'est en tous les cas oui, des régions que moi, où je ressens un fort lien et une forte attirance. Et donc, c'est parfois assez naturel que mes textes s'y passe et si je peux en effet essayer d'y raconter quelque chose ou de raconter quelque chose qui en tous les cas fasse écho à ce qu'on vit ou en tous les cas à voilà c'est super quoi voilà donc c'est pas vraiment forcément une volonté d'eux mais c'est que ça me passionne trop pour ne pas raconter parler de ça quoi. Voilà. Et si on parlait des influences de Timothée, alors je t'ai demandé de préparer un auteur méconnu. Alors il y en a un finalement dans les remerciements. Alors je ne sais pas si c'est Et celui que tu lui. as choisi, c'est lui. Et ben alors voilà, je te laisse la parole alors. Alors, avant toute chose, moi j'ai beaucoup lu la littérature tchèque. J'ai vu quelqu'un parler de Kafka. Moi, je suis très, très, très fan de Kafka. J'aime beaucoup Kundera. J'aime beaucoup voilà, quelques auteurs contemporains tchèques, même ne serait-ce que la poésie de Havel, quelque chose d'assez. Il y a que la poésie, le théâtre de Václav Havel, il y avait quelque chose d'assez absurde dans l'écriture. Donc voilà, donc c'est des auteurs, moi, que j'aime beaucoup et qui m'ont beaucoup, je pense, influencé dans l'écriture, pas forcément directement, mais en tous les cas par les univers ou par l'univers de leur texte. Et donc c'est un autre auteur dont j'ai amené le livre, que j'ai remercié, donc j'ai mis dans les remerciements, c'est ce livre-là, c'est Les Lâches, de ce texte en particulier de Józef Skvoretzky, qui est un auteur qui est assez méconnu, dont la plupart des livres sont traduits en français, sont traduits chez Gallimard, mais qui n'ont pas tellement été réimprimés. C'était un auteur un peu de la même époque que Kundera et qui a écrit des textes incroyablement drôles comme celui-ci. Et pourtant, il ne parle pas de quelque chose de drôle, il raconte un groupe de Tchèques, justement dans une ville des Sudètes, parce que lui-même était d'une ville des Sudètes, et qui sont attablés à un café. Et on est le 5 mai 1945, et la fin de la guerre, c'est pour dans 3 jours. Et ils sont autour d'une bière, et ils se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et on a cette situation assez, à la fois, qui est on est à ce moment de ce tournant de l'histoire, on sait qu'il va se passer quelque chose, qu'il va se passer quelque chose de grand, de révolutionnaire pour l'histoire, et ces types-là sont juste attablés et ils savent pas s'ils doivent aller prendre les armes ou pas, ou s'ils veulent continuer d'écouter de la musique ou de boire des bières. Et il y a beaucoup d'humour, mais aussi quelque chose d'assez sombre parce que ça raconte, bah voilà, cette époque. On est à ce tournant-là et donc je me suis beaucoup inspiré de ce livre pour une des scènes dans le livre au début où on a une discussion entre quatre Tchèques aussi pareil qui sont dont deux personnages qui on va suivre un peu plus tard et qui se demandent aussi un petit peu qu'est-ce qui va advenir et qu'est-ce qu'il faut faire, comment on devient un héros en 48 heures. Voilà. Très bien. Et c'est une superbe découverte, en effet. On espère qu'il sera réédité bientôt, sinon je le ferai moi-même. Euh, Alors, j'aimerais que tu nous parles de l'avenir. Tout à l'heure, on parlait de désenchantement, de potentiel optimisme. Je demande à chaque auteur invité de se transposer en 2074, dans 50 ans.
Aujourd'hui, nos sociétés ont l'air de vaciller. Est-ce que tu considères, est-ce que tu es arrivé à te transposer dans 50 ans? Alors, la réponse est non. Mais je vais l'argumenter. Non, alors déjà, c'est drôle parce que je viens de finir l'écriture d'un texte, hein, pour une revue de vin qui s'appelle Vino Futur, qui est une revue qui publie des articles sur le vin et sur on va dire, le vin assez engagé, en tous les cas sur une nouvelle forme de produire le vin. Et ils m'ont demandé aussi, pareil, d'écrire une sorte de fiction sur le vin en 2072, eux, donc c'était dans 50 ans à partir de 2022. Et j'ai trouvé ça super dur. J'ai trouvé ça super dur. Pourquoi? Parce que en fait, j'aime enfin, c'est parce que je crois que je suis incapable d'arriver à me projeter dans 50 ans. Déjà, j'ai beaucoup de mal à arriver à me projeter dans un an. Et je crois que j'ai toujours été assez méfiant des oracles ou des personnes qui prédisent que dans un an, il se passera ça, dans 10 ans, il se passera ça, que cette fait-là, on est au commencement de quelque chose de nouveau, justement par rapport à ce que j'ai raconté tout à l'heure. Parce que je pense que, en fait, très souvent, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et peut-être que les gens ont besoin de se rassurer en entendant des personnes leur dire de quoi l'avenir sera fait. Et je sais que c'était beaucoup le cas, notamment même pour moi, au début de la guerre en Ukraine, j'avais besoin d'écouter des spécialistes, de lire des rapports de personnes qui me disaient il se passe ça et donc il se passera ça et ça. Mais en tous les cas, je m'en sens incapable de le faire. Je pense qu'il faut une certaine confiance en soi ou quelque chose d'affirmer ça. Néanmoins, ce que je trouve intéressant dans ce chose d'anticipation, quand on voit ce genre de, par exemple, des écrivains qui vont écrire ce qui se passe en 2074, c'est pas tellement les pistes de nos sociétés futures qui vont indiquer que je trouve intéressant, mais c'est plutôt sur quels faits présents ils vont se baser pour tisser leur histoire. Qu'est-ce qui leur semble, eux, aujourd'hui, dans notre société, important, et qui vont en faire une sorte de fil rouge qui va le mener à un roman dans 50 ans, quoi. Et ça, je trouve ça assez intéressant dans ce genre de texte. Mais j'ai pas du tout répondu à ta question, et je crois que je trouvais ça difficile. J'aurais du mal, en tous les cas, à te dire ça. J'espère bien entendu que l'humain saura trouver une solution et saura se projeter vers un avenir meilleur, mais c'est vrai au vu du passé, c'est difficile à l'envisager tel quel, mais je saurais pas trop parler de la société de 2074. La non-réponse est une réponse en soi. Euh, alors, juste une question subsidiaire. Si tu devais peut-être réfléchir à une seule émotion qui t'a traversé pendant l'écriture du roman, dans quel état tu étais finalement? Et si tu devais en ressortir une seule, est-ce que c'était la colère? Est-ce que c'était la loi du talion pour venger aussi et faire connaître l'histoire de tes grands-parents? Dans quel état d'esprit tu étais finalement? Est-ce que tu étais ému? Est-ce que tu étais revanchard? Est-ce que tu étais au contraire placide? Qu'est-ce qui s'est passé finalement dans ton esprit quand tu as écrit le roman? C'était pas la colère. Je pense que Jusqu'à la bête a été écrit avec une forme de colère. Oui. C'est La ce que je loi te du pose. talion, pas du tout. C'était pas du tout. J'ai pas du tout ressenti ça. Je ressens aucun ressentiment. Moi, j'ai vécu longtemps à Prague. Je parle tchèque. Je suis beaucoup plus attaché à la société tchèque aujourd'hui qu'à ces sociétés d'Allemands des Sudètes qui tentent de récupérer ces terres. Donc, c'est pas du tout ça. Je pourrais peut-être dire une forme de mélancolie. Mélancolie par rapport à plusieurs choses. Et ça, je me rends compte que j'ai pas raconté l'histoire au début, mon histoire familiale, ce qui a été aussi la genèse du livre. C'est que moi, je vivais à Prague à 20 ans et ma grand-mère est morte. Ma grand-mère qui venait des Sudètes, elle est morte. Et on est allé vider l'appartement avec ma mère et on a trouvé dans la boîte aux lettres une lettre de son amour de jeunesse, qui était un Tchèque. Ma mère lui a répondu et il m'a appelé, il m'a invité dans son village. J'avais 20 ans et j'ai passé une journée avec lui. Parce que j'étais un peu curieux, j'étais assez intéressé, mais sans y avoir beaucoup d'intérêt. Mon histoire familiale, ça m'intéressait pas tellement. Et donc, c'est une journée où il m'a raconté plein de choses. Il m'a montré l'endroit où il s'était embrassé, il m'a montré la maison de ma grand-mère, il m'a montré, voilà, il pleurait quand il a appris que ma grand-mère, enfin voilà, quand il reparlait de ma grand-mère. Il y avait quelque chose d'assez fou, 60 ans plus tard, cet homme qui verse des larmes sur la grand-mère, sur ma grand-mère qu'il avait quittée à 16 ans et qu'il n'avait jamais revue. Cette histoire d'amour qui perdurait malgré tout. Et donc, c'était une histoire assez forte, mais honnêtement, j'avais 20 ans et j'étais beaucoup plus intéressé par faire la fête à Prague que par écrire le récit de ma famille. Et donc j'ai un peu tout oublié de ce qu'ils m'avaient raconté, véritablement, de leur histoire, de tout ça. C'est resté quelque chose qui finalement
a été englouti par l'oubli, quoi. Et donc, finalement, je sais pas. Je l'ai noté nulle part et donc j'ai un peu oublié ça, ce qui est un peu triste, mais ce qui est à la fois aussi beau parce qu'il me reste le sentiment, il me reste cette idée, cette journée un peu hors du temps. Il m'a fait beaucoup boire aussi, donc il y avait ce côté un peu, voilà, qui a été. Et donc il y avait quelque chose voilà, peut-être cette mélancolie de cette journée qui accompagne un peu le livre, je pense, et qui accompagnait un peu mes pensées pendant l'écriture du livre, en tous les cas. Ça se sent parce qu'il y a, je crois que le mot nostalgie, et alors j'ai pas fait de recherche d'occurrence, mais le mot nostalgie Il y a est. beaucoup, ouais. Ouais, ouais. Donc ça se ressent. Euh, J'aimerais que tu nous lises évidemment un deuxième extrait Oui. du livre pour terminer cette rencontre et peut-être ensuite parler des projets futurs parce que ton œuvre, elle est quand même extrêmement protéiforme. Tu as quand même beaucoup d'axes et tes romans ne se ressemblent jamais finalement. Alors tout à l'heure, on a pointé peut-être l'amour de l'Est, mais il y a quand même beaucoup de choses dans tes romans. Passer d'un abattoir à l'annexion des Sudètes, on est quand même dans deux mondes totalement différents. J'aimerais peut-être que tu nous parles de ce qui se passe en ce moment dans la tête ou déjà sur papier de Timothée. Alors, avant de lire, c'est ça? Comme tu veux, comme tu le Oui. souhaites. Ouais, je peux répondre avant de lire. Et je vois aussi une autre question de Kate, c'est ça qui me demande, et des retours de la famille. Non, j'ai pas eu trop de retours. J'ai l'impression que c'est une histoire qui les intéresse pas trop, qu'ils sont pas trop intéressés. Et puis surtout, j'en ai fait une fiction, même s'il y a quelques éléments qui sont peut-être un peu plus liés à ma propre histoire et pas l'histoire de ma grand-mère. Mais sinon, j'ai pas. Et puis ils sont germanophones, ma famille, donc ils peuvent pas lire le texte en français. Et donc, j'ai pas eu de retour. Et ma mère est en train de le lire. Donc voilà, peut-être je vais avoir des retours de sa part. Mais c'était pas une histoire qui, eux, les intéressait énormément. Voilà, ils n'avaient pas un grand intérêt à creuser dans ce passé. C'était le passé. Le passé était le passé. Voilà. Et sur mes projets futurs, donc je sors de ce livre. On a terminé la rédaction, l'édition. C'était très. Ça a été une sorte de rush final assez intense pour publier ce texte à temps, terminé, édité. Et donc, je crois que là, je suis content de me poser, de profiter un peu de ce texte voilà. Et sinon, j'ai des projets. Donc, j'ai des projets plutôt dans la littérature jeunesse. J'ai un livre jeunesse qui sort l'année prochaine. Donc, ça, c'est quelque chose de plus joyeux, de plus gai que j'ai écrit avec ma fille aînée. Et donc, voilà, ça me sort de ce côté très sombre de l'histoire pour partir sur quelque chose de plus joyeux, puisque les enfants, c'est aussi une forme d'espoir, et c'est aussi voilà, quand on parlait de ta question tout à l'heure, de se projeter dans 50 ans, quand on a des enfants aussi, on n'a pas forcément envie d'imaginer un futur sombre. On veut se dire que pour eux, bah, l'avenir sera meilleur forcément. Donc voilà. Et puis j'ai aussi un projet de bande dessinée, de BD, voilà, avec le co-auteur Grégoire, avec qui je travaille beaucoup, avec qui j'ai réalisé des films documentaires et avec qui aussi j'ai co-écrit le, le livre du Liberland qui a été publié par Marchiali, par les éditions Marchiali. Protéiforme, c'est donc bien le mot qui caractérise ton œuvre. Alors, là, tu penses que tu as tous les genres. Alors, il manquera le feel good peut-être, mais je suis pas C'est ça. sûr. J'ai pas encore. Je pense Ah, pas. le jeunesse, hein, ce sera le livre jeunesse. Ouais, ça feel good. Allez, c'est à toi pour la lecture alors, Timothée. Alors, on va passer sur un passage qui est à la fin du texte, qui est dans la toute fin du texte, et on est justement, je pense qui est très marqué par cette forme de mélancolie qui habite un peu le texte. Donc voilà. Et c'est le personnage de Mirko, donc qui est finalement cet amant, cet amoureux tchèque de Sieglinde qu'on retrouve tout à la fin du livre. Ses, pen- Ses pensées l'écartèrent de cette année 2008 et le ramenèrent à son enfance. Ce devait être en 1936 ou 37, il ne le savait plus trop. Un soir d'été, son père l'avait tiré du lit pour aller voir les étoiles. Ce comportement inhabituel chez lui l'avait surpris. Puis il s'était laissé guider par cet homme à la voix rare et forte. C'était sa manière de partager quelque chose avec son fils. Et là, à contempler les étoiles avec son père, Mirko avait eu l'impression que la vie s'étendait devant lui, éternelle. Il avait eu la certitude que l'avenir et sa vie étaient une page blanche et vierge à écrire. Tout paraissait possible. La mort n'était qu'un concept éloigné, tout comme la vieillesse. La sienne et celle de ses proches, qui finiraient par advenir, certes, mais après tout le reste, après tout ce qu'il avait réalisé. Il avait des rêves, il avait des ambitions, il avait tout un monde devant lui. À l'autre bout de sa vie, cette candeur juvénile le fit sourire. Toute cette insouciance et ces espoirs placés dans une seconde à l'échelle du monde. Une seconde si vite engloutie.
Tant de gens étaient partis depuis. Mirko n'avait fait que suivre des sillons déjà tracés, se perdre, tâtonner, rebrousser chemin, déterminé par la peur de décevoir sans jamais sembler en mesure de prendre de la hauteur sur sa vie, comme il s'illusionnait au printemps de son existence. Du pub voisin lui parvinrent les éclats de voix enthousiastes des supporters de football. Il tenta de se souvenir quelle équipe jouait ce soir-là. Il l'avait lu dans le journal le matin même, mais l'avait déjà oublié. Satanée maladie qui lui faisait perdre la tête. Il ouvrit une nouvelle bière et releva la tête vers les étoiles. Ces astres qui lui survivraient et survivraient à tous les hommes et leurs croyances, et qui continueraient de leur survivre même mortes. La coexistence de ces deux mondes parallèles aux temporalités désaccordées le stupéfia un instant. Il n'avait été qu'un témoin passif de sa propre vie, le sujet docile de l'histoire et des doctrines. Toute cette importance accordée à ces idéologies pour construire le bien, toutes ces certitudes entêtées, vite évacuées par d'autres, toute cette énergie à se faire des ennemis et se réconcilier avec eux, toute cette amnésie de ce qui était advenu et adviendrait. Tout avait été si sérieux, alors que le temps tournait tout à la plaisanterie. Il fut pris d'un frisson. Je vais rentrer, pensa-t-il, je vais essayer d'aller écrire. Il écrasa sa dernière cigarette dans le paquet, jeta la bouteille de bière au loin et s'engouffra péniblement dans la maison, son corps squelettique se découpant dans l'encadrement éclairé de la porte. Avant de fermer derrière lui, Mirko regarda une dernière fois en l'air vers la toile céleste. Avec la lumière de l'intérieur, tout était noir. Les étoiles étaient désormais cachées derrière une pénombre impénétrable. Peut-être était-ce une allégorie de tout ça. À moins que, comme le reste, cela ne soit que symbolisme dérisoire et n'ait aucun sens, ou uniquement celui qu'on voulait bien lui donner. Il referma la porte. Qui sait après tout, se dit-il. Will y répondait la nuit. Qui savait? Voilà. Merci, Timothée. Eh bien, il est temps de vous remercier et surtout de vous remontrer la couverture, le tumulte et l'oubli. Il est déjà sorti, il est en librairie si vous voulez un grand roman, un véritable roman. C'est difficile aujourd'hui de trouver de véritables romans avec un tel souffle romanesque, avec une telle puissance, avec une telle intensité. Clairement, vous allez en avoir pour votre argent parce que là, il va vous tenir logiquement au chaud pour l'automne qui arrive. Clairement, vous allez y passer beaucoup de temps et vous allez vous plonger clairement dans tous les personnages, les nombreux personnages qui s'y trouvent et dans l'ambiance et dans l'atmosphère. Sincèrement, c'est un très très beau roman de Timothée de Meller. Alors merci infiniment à tous les deux, Claire et Timothée. Et j'espère vous retrouver bientôt pour la suite parce qu'à chaque fois, c'est un véritable plaisir. Merci Anthony. Merci à Tu toi. Merci peux te beaucoup. remercier Merci maintenant. Anthony. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Et on se Merci. retrouve demain avec Pierre d'Arcagnan et non pas d'Artagnan. Au revoir tout le monde. Au revoir.